Ina Podcast. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 18e épisode, toxicologie. Monte Cristo s'efforce d'éloigner de sa pensée les sombres desseins qui l'agitent. Et pour cela, il rend visite à sa protégée, la belle Haïdé. Nous sommes le 30 mai 1838. Demande à ta maîtresse si elle veut bien me recevoir. Oui, Excellence. Madame attend son Excellence. Bien. Pourquoi me fais-tu demander la permission d'entrer chez moi? N'es-tu plus mon maître? Ne suis-je plus ton esclave? Haïdé, vous savez que je ne... Pourquoi ne pas me dire tu comme d'habitude? Ai-je commis quelque faute? En ce cas, il faut me punir et ne pas me dire vous. Haïdé, tu sais que nous sommes en France. Et par conséquent, tu es libre. Libre de quoi faire? De me quitter. Pourquoi te quitterais-je? Nous allons voir le monde. Si parmi les jeunes gens que tu rencontreras, tu en trouvais un qui te plut... Je n'ai jamais vu d'homme plus beau que toi. Et je n'ai jamais aimé que mon père et toi. Pauvre enfant. C'est que tu n'as guère parlé qu'à ton père et à moi. Qu'ai-je besoin de parler à d'autres? Mon père m'appelait sa joie. Toi, tu m'appelles ton amour. Et tous deux, vous m'appelez votre enfant. Tu te rappelles ton père, Haïdé? Il est dans mes yeux et dans mon cœur. Et moi? Où suis-je? Toi, tu es partout. Maintenant, tu sais que tu es libre. Tu sortiras quand tu voudras. Il y aura toujours une voiture attelée pour toi. Ali et Myrto t'accompagneront partout et seront à tes ordres. Seulement, une chose, je te prie. Garde le secret sur ta naissance. Ne dis pas un mot de ton passé. Dans aucune occasion ne prononce le nom de ton illustre père, ni celui de ta pauvre mère. Je t'obéirai. Crois-tu que tu t'habitueras ici? Te verrai-je? Oui, tous les jours. Mais j'ai peur que tu t'ennuies. Non, Seigneur. Car le matin, je penserai que tu viendras. Et le soir, je me rappellerai que tu es venu. Et puis, j'ai dans le cœur 3 sentiments avec lesquels on ne s'ennuie jamais. De la tristesse, de l'amour et de la reconnaissance. Tu es une digne fille de l'Épire, Haïdé.
Sois tranquille. Je ferai en sorte que ta jeunesse ne soit pas perdue. Car si tu m'aimes comme un père, moi je t'aime comme mon enfant. Tu te trompes, Seigneur. Mon amour pour toi est un autre amour. Mon père est mort et je ne suis pas morte. Tandis que toi, si tu mourais, je mourrais. À ce soir, Haïdé. Nous irons à l'opéra. Puisque mon Seigneur le veut. Oh, merci, 100 fois merci, monsieur le comte, de ne pas avoir oublié votre promesse. Cher monsieur Morel, vous apprendrez vite que je n'oublie jamais mes promesses. Venez, venez, ma sœur est dans son jardin, venez. Julie! Tu as un visiteur. Non, sois sans inquiétude, ma sœur. Monsieur le comte n'est que depuis quelques jours à Paris, mais il sait déjà ce que c'est qu'une rentière du Marais. Et s'il ne le sait pas, eh bien tu vas lui apprendre. Oh, monsieur, c'est une trahison de mon frère qui n'a pas, pour sa pauvre sœur, la moindre coquetterie. Mais non! Ben voilà, mademoiselle Julie. Je veux dire, madame Raymond, faites excuse. Mais non, allez prévenir monsieur Emmanuel de la bonne visite qui nous arrive. Monsieur me permettra bien de m'enfuir une minute. Faites, je vous en prie. Je m'aperçois avec douleur que je fais révolution dans votre famille. Tenez, voyez-vous là-bas, le mari qui enfile sa redingote. Ah, c'est qu'on vous connaît, rue Mellet. Vous étiez annoncé. Vous me paraissez avoir une heureuse famille. Que voulez-vous? Il ne leur manque rien pour être heureux. Ils sont jeunes, ils sont gais, ils s'aiment. Et avec leurs 25 000 livres de rente, ils se figurent posséder la richesse des Rothschild. Monsieur, votre beau-frère est avocat? Médecin? Il était négociant, monsieur le comte. Et il dirigeait la maison de mon père, mort en laissant 500 000 francs de fortune. Alors j'en ai pris la moitié, ma sœur l'autre. Et Emmanuel, qui avait épousé ma sœur sans avoir d'autre patrimoine que sa probité, son intelligence et sa réputation sans tache, a voulu posséder autant que sa femme. Il a travaillé jusqu'à ce qu'il eût amassé 250 000 francs. 6 ans ont suffi. Ils ont ensuite fermé la maison et, quittant Marseille, ils sont venus vivre ici, à Paris. Et voilà comment ma sœur et mon beau-frère n'ont que 25 000 francs de rente. Maintenant, si vous le voulez, allons les rejoindre. Madame, pardonnez-moi une émotion qui doit vous étonner. Vous, accoutumé à ce bonheur et à cette paix que je rencontre ici. Mais pour moi, c'est chose aussi nouvelle que la satisfaction sur un visage humain, que je ne me lasse pas de vous regarder, vous et votre mari. Nous sommes heureux, en effet, monsieur le comte. Mais nous avons été longtemps à souffrir. Et peu de gens ont acheté leur bonheur aussi cher que nous. Ah. Oh, c'est toute une histoire de famille. Oui, nous avons souffert de bien vives douleurs, mais Dieu a fait pour nous ce qu'il ne fait que pour ses élus. Il nous a envoyé un de ses anges. Ah, vraiment? Vous regardez nos reliques, monsieur le comte? C'est-à-dire, je me demandais à quoi sert cette bourse ouverte sous ce globe de cristal. Monsieur, cette bourse a touché la main d'un homme par lequel mon père a été sauvé de la mort. Nous de la ruine,
et notre nom de la honte. Cette lettre fut écrite par lui un jour où mon père avait pris une résolution désespérée. Et ce diamant fut donné en dot à ma sœur par ce généreux inconnu. Inconnu? Tout a été conduit par une main invisible, puissante, comme celle d'un enchanteur. Oh, je n'ai pas encore perdu tout espoir de baiser un jour cette main. Tenez, il y a 4 ans, Pénélon était à Trieste. À Trieste? Oui. Il a vu sur le quai un Anglais. Et il a reconnu celui qui vint chez nous voir mon père, le 5 avril 1829. Et qui m'écrivit ce billet, le 5 juillet suivant. Mais il n'osa pas lui parler. Un Anglais, dites-vous? Oui. Oui, un Anglais qui se présenta chez nous comme mandataire de la maison Thomson & French de Rome. Voilà pourquoi je vous en ai parlé l'autre jour. Cela se passait en 1829. Avez-vous connu cet Anglais? Comment s'appelait-il? Il a seulement signé son billet Simbad le marin. Ah. N'est-ce point un homme de ma taille à peu près? Un peu plus mince peut-être? Emprisonné dans une haute cravate, boutonné, corseté, sanglé. Oh, vous le connaissez donc? J'ai connu un Lord Wilmore qui se met ainsi des traits de générosité, sans se faire connaître car il ne croyait pas à la reconnaissance. Oh, à quoi croit-il donc, le malheureux? Il n'y croyait pas à l'époque où je l'ai connu. Dites-nous ce que vous savez de lui, monsieur. Si c'est Lord Wilmore, votre bienfaiteur, je crains bien que jamais vous ne le retrouviez. Je l'ai quitté il y a 3 ans, à Palerme. Et il partait pour les pays les plus fabuleux. Je doute qu'il en revienne jamais. Oh, monsieur, vous êtes cruel. Madame, si Lord Wilmore avait vu ce que je viens de voir ici, il aimerait encore la vie, car les larmes que vous versez le raccommoderaient avec le genre humain. Julie, rappelle-toi ce que nous a dit souvent notre père. Ce n'est pas un Anglais qui nous a fait ce bonheur. Ah, votre père disait... Oui. Oui, il voyait dans cette action un miracle. Il croyait à un bienfaiteur sorti de sa tombe. Oh, combien de fois y rêva-t-il en prononçant tout bas un nom d'ami bien cher, un nom d'ami perdu. Et lorsqu'il fut près de mourir, cette pensée devint une conviction. Ses dernières paroles furent « C'était Edmond Dantès ». Il est tard. Mais, madame, permettez-moi quelquefois de venir vous rendre mes devoirs. J'aime votre maison et je vous suis reconnaissant de votre accueil, car voici la première fois que depuis bien des années, l'oubli s'empare de moi. C'est un homme singulier que ce comte de Monte Cristo. Oui, mais je crois qu'il a un cœur excellent. Et je suis sûr qu'il nous aime. Sa voix m'a été au cœur. Et 2 ou 3 fois, il m'a semblé que je l'entendais. Près du jardin des Villefort. Valentine! Alors n'ayez pas peur, Valentine, c'est moi. Pourquoi êtes-vous venu si tard? Il m'a fallu bien de la diplomatie pour me débarrasser de ma belle-mère qui m'épie, de ma femme de chambre qui m'espionne et de mon jeune frère qui me tourmente. Et quand vous vous serez excusé sur votre retard, vous me direz, monsieur Maximilien Morel, quel est ce nouveau costume? Chère Valentine, j'ai fait choix d'un état. Que voulez-vous dire? Oui. Fatigué d'être un coureur de champs et un escaladeur de murailles, effrayé de l'idée que votre père, monsieur de Villefort, procureur du roi, pourrait me faire juger comme voleur, ce qui compromettrait l'honneur de l'armée française, je me suis fait maraîcher et j'ai adopté le costume de ma profession.
Quelle folie! Oh, c'est au contraire la chose la plus sage, je crois, que j'ai faite de ma vie. Car elle nous donne toute sécurité. Expliquez-vous. J'ai été trouver le propriétaire de cet enclos qui touche au jardin de votre maison. Et maintenant, toute cette luzerne m'appartient. Rien ne m'empêche d'y faire bâtir une cabane et de vivre désormais à 20 pas de chez vous. Oh, ma joie et mon bonheur, je ne puis les contenir. Je n'aurai plus rien à craindre. Je suis ici chez moi, je puis mettre des échelles contre mon mur, regarder par-dessus et vous dire que je vous aime. Hélas, notre bonheur nous fera tenter Dieu et l'imprudence nous perdra. Pouvez-vous dire cela, mon ami? À moi qui, depuis que je vous connais, vous prouve chaque jour que j'ai subordonné mes pensées et ma vie à votre vie et à vos pensées. Vous m'avez dit que vous étiez fiancé à M. Franz d'Épinay, que votre père avait décidé cette alliance. Eh bien, je suis resté dans l'ombre, attendant tous des événements, de la providence, de Dieu. Et vous m'aimez. Et voilà ce qui vous enhardit, Maximilien. Voilà ce qui me fait à la fois une vie douce et malheureuse, au point que je me demande souvent lequel vaut mieux pour moi, du chagrin que me causait autrefois la rigueur de ma belle-mère et sa préférence aveugle pour son enfant, ou le bonheur plein de danger que je goûte en vous voyant. Du danger? Mais non! Avez-vous jamais vu un esclave plus soumis que moi? Vous m'avez permis de vous adresser la parole, mais vous m'avez défendu de vous suivre. Eh bien, j'ai obéi. Et depuis que j'ai trouvé le moyen de me glisser dans cet enclos, de causer avec vous à travers cette palissade, d'être si près de vous sans vous voir, ai-je jamais demandé à toucher le bas de votre robe? Ai-je jamais fait un pas pour franchir le mur? C'est vrai. Vous m'avez promis l'amitié d'un frère, à moi qui n'ai pas d'amis, à moi que mon père oublie, que ma belle-mère persécute, et qui n'est pour consolation qu'un vieillard immobile et muet, dont l'œil seul peut me parler, et dont le cœur bat sans doute pour moi d'un reste de chaleur. Ah, Maximilien, je suis bien malheureuse, et vous avez raison de m'aimer pour moi, et non pour vous. Quand je pense à vous, mon cœur déborde. Ah, Maximilien. Franz d'Épinay sera absent 1 an encore, dit-on. En 1 an, mais que de chances favorables peuvent nous servir. Espérons donc toujours. C'est si doux d'espérer. Oui. Mais en échange de mon obéissance, de ma retenue, que m'avez-vous accordé? Oh, Valentine, si je me sentais aimé comme vous êtes sûre que je vous aime, 100 fois déjà j'eusse passé la main entre ces 2 planches et serré la main du pauvre Maximilien en lui disant: à vous seul, Maximilien, dans ce monde et dans l'autre. Vous avez raison. Mais je suis une pauvre créature perdue dans une maison presque étrangère. Mon père m'abandonne avec indifférence et ma belle-mère me hait avec un acharnement d'autant plus terrible qu'il est voilé par un éternel sourire. Valentine, mais comment peut-on vous haïr? Hélas, je suis forcée d'avouer que cette haine vient d'un sentiment presque naturel. Elle adore son fils, mon frère Édouard. Comme elle n'a pas de fortune de son côté, que moi je suis déjà riche du fait de ma mère et que cette fortune sera encore plus que doublée par celle de mes grands-parents, monsieur et madame de Saint-Méran, je crois qu'elle est envieuse. Oh mon Dieu, si je pouvais lui donner la moitié de cette fortune et me retrouver chez monsieur de Villefort comme une fille dans la maison de son père, je le ferais à l'instant même. Oh, pauvre Valentine. Chut, sauvez-vous, on vient. Ah. Mademoiselle, mademoiselle, Je suis ici. Madame de Villefort vous appelle, mademoiselle. Il y a une visite au salon. Et qui nous fait cette visite? Un grand seigneur, un prince à ce qu'on dit. Monsieur le comte de Monte Cristo. J'y vais. Tiens, comment le comte connaît-il monsieur de Villefort?
Mon mari dîne chez monsieur le chancelier et il regrettera, je suis sûre, monsieur le comte, d'avoir été privé du bonheur de vous voir. Édouard, que fait donc ta sœur Valentine? Vous avez une fille, madame? Mais ce doit être une enfant. C'est la fille de monsieur de Villefort. Une fille d'un premier mariage, une grande et belle personne. Mais mélancolique. Silence, Édouard. Ce jeune étourdi a presque raison. Mademoiselle de Villefort est d'un caractère triste et d'une humeur taciturne qui nuit souvent à l'effet de sa beauté. Ah, la voici. Ah. Mademoiselle de Villefort, ma belle-fille. Et monsieur le comte de Monte Cristo, roi de la Chine, empereur de la Cochinchine. Édouard! Non, laissez, madame. Mais est-ce que je n'ai pas déjà eu l'honneur de vous voir quelque part, madame? Et vous aussi, mademoiselle? Oh, c'est peu probable. Il me semble que ce souvenir est inséparable d'un beau soleil et d'une espèce de fête religieuse. Mademoiselle tenait des fleurs à la main, l'enfant courait après un paon dans un jardin, et vous, madame, vous vous teniez sous une treille en berceau. Est-ce que ces choses ne vous rappellent rien? Non, en vérité. Monsieur le comte nous a peut-être vus en Italie? En Italie, oui. Madame et moi, nous y allâmes, il y a 2 ans. Voilà, c'est à Pérouse, le jour de la Fête-Dieu, dans les jardins de l'hôtellerie de la Poste. La journée avait été brûlante, vous attendiez des chevaux qui n'arrivaient pas, mademoiselle s'éloigna dans les profondeurs du jardin et votre fils disparut à la poursuite de l'oiseau. Je l'ai attrapé et je lui ai arraché 3 plumes de la queue. Ne vous souvient-il plus, madame, d'avoir causé assez longtemps avec quelqu'un? Oui, avec un médecin, je crois. C'était moi. J'avais guéri mon valet de la fièvre et mon hôte de la jaunisse, de sorte que l'on me regardait comme un grand docteur. Nous causâmes longtemps, madame, de choses différentes. De Raphaël, des costumes, et aussi de ce poison, l'aquatophane. Ah oui, c'est vrai, je me le rappelle. Ah, je me souviens également que vous m'avez consulté sur la santé de mademoiselle de Villefort. Mais vous étiez bien médecin, puisque vous avez guéri des malades. Enfin, disons que mes malades ont guéri. Et j'admets avoir assez étudié la chimie et les sciences naturelles, mais en amateur seulement. Valentine, voilà 6 heures. N'allez-vous pas voir si votre grand-père est prêt à dîner? En effet, j'y vais, madame. Vous savez, comte, dans quel état lamentable est le père de mon mari? Oui, monsieur de Villefort m'en a parlé. Oh, mais pardon, monsieur, je vous ai interrompu au moment où vous me disiez que vous étiez un habile chimiste. Oh, habile. Non, je disais que j'ai étudié la chimie parce que, décidé à vivre particulièrement en Orient, j'ai voulu suivre l'exemple du roi Mithridate. Celui qui déjeunait tous les matins avec une tasse de poison à la crème. Édouard, vous êtes insupportable. Laissez-nous et allez rejoindre votre sœur Valentine chez bon papa Noirtier. Oui. Tenez, emmenez cet album. Ainsi, c'est donc vrai? Et les précautions du roi Mithridate peuvent être efficaces? J'en ai usé moi-même pour ne pas être empoisonné dans 3 occasions, où sans cette précaution, j'aurais pu y laisser la vie. Bien entendu, on n'est prémuni que contre le poison auquel on s'est habitué. Et comment vous êtes-vous habitué? Oh, c'est facile. Supposez que vous sachiez d'avance de quel poison on doit user contre vous. Supposez que ce soit la brucine, par exemple. La brucine se tire de la fausse angostura, je crois. Ah. Madame, recevez mes compliments. De pareilles connaissances sont rares chez les femmes. Oh, j'ai la plus violente passion pour les sciences qui parlent à l'imagination, comme une poésie. Ce que vous dites m'intéresse au plus haut point. Eh bien, supposez que ce soit de la brucine et que vous en preniez 1 milligramme le premier jour, 2 milligrammes le second. Au bout de 10 jours, vous aurez 1 centigramme. Au bout de 20 jours, 2 centigrammes, c'est-à-dire une dose que vous supporterez sans inconvénient et qui serait déjà fort dangereuse pour une autre personne.
Enfin, au bout d'un mois, en buvant de l'eau dans la même carafe, vous tuerez la personne qui aura bu cette eau en même temps que vous, sans vous apercevoir autrement que par un simple malaise qu'il y ait eu une substance vénéneuse quelconque mêlée au liquide. Et vous ne connaissez pas d'autres poisons? Non, je n'en connais pas. Mais cet élixir que vous avez fait prendre à mon fils le jour de l'accident et qu'il a si rapidement rappelé à la vie. Oh, ne vous y fiez pas, madame. Une goutte de cet élixir a suffi pour rappeler à la vie cet enfant, mais 3 gouttes eussent poussé le sang à ses poumons de manière à lui donner des battements de cœur. 6 lui eussent coupé la respiration et causé une syncope grave. 10, enfin, l'eussent foudroyé. Rappelez-vous, madame, comme je l'ai écarté vivement de ces flacons auxquels il avait l'imprudence de toucher. C'est donc un poison terrible que votre élixir? Le mot poison n'existe pas, puisqu'on se sert en médecine des poisons les plus violents qui deviennent par la façon dont ils sont administrés des remèdes salutaires. Cet élixir est une savante préparation de mon ami l'abbé Adelmonte. Ça doit être un excellent antispasmodique. Souverain. Je suis nerveuse et prompte à m'évanouir. J'aurais bien besoin d'un docteur Adelmonte pour m'inventer des moyens de respirer librement et me tranquilliser de la crainte que j'éprouve de mourir un jour suffoquée. Votre élixir est un secret, sans doute, et je ne suis pas assez indiscrète pour vous le demander. Mais moi, madame, je suis assez galant pour vous l'offrir. Je vous ferai tenir la recette dès demain. Oh, merci, monsieur. Seulement, rappelez-vous ceci. À petite dose, c'est un remède. À forte dose, c'est un poison. Une goutte rend la vie. Une dizaine d'entre elles tuent infailliblement, et d'une façon d'autant plus terrible qu'étendue dans un verre de vin, elles n'en changeraient aucunement le goût. Mais je m'arrête, madame. J'aurais presque l'air de vous conseiller. Si j'avais l'honneur de vous voir pour la 3e ou 4e fois, monsieur le comte, au lieu de vous voir pour la 2e, si de surcroît j'avais l'honneur d'être votre ami, au lieu d'avoir tout bonnement le bonheur d'être votre obligé, j'insisterais pour vous retenir à dîner. Et je ne me laisserai pas battre par un premier refus. 1000 grâces, madame, mais j'ai un engagement auquel je ne puis manquer. J'ai promis de conduire au spectacle une princesse grecque de mes amis qui n'a pas encore vu le grand opéra et qui compte sur moi pour l'y mener. Allez, monsieur. Mais n'oubliez pas ma recette. Comment donc, madame? Il faudrait pour cela oublier l'heure de conversation que je viens de passer avec vous. Ce qui est tout à fait impossible. Allons. Voilà une bonne terre. Je suis convaincu que le grain qu'on y laisse tomber n'y avorte pas. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 18e épisode, Toxicologie. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Haïdé, Catherine Vichniakov. La femme de chambre, Frédéric Cantrel. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Julie Morel, Marianne Épin. Pénelon, René Morard. Emmanuel Raymond, Luc Ponette. Valentine de Villefort, Marie-Hélène Breillat. Héloïse de Villefort, Anne Dedeuze. Édouard, Martine Régnier. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierme.